Mesdames et messieurs, messieurs les ambassadeurs, bienvenue à l'Institut français et sans transition aucune, je laisse la parole à notre ambassadeur qui va ouvrir la danse, comme on dit. Bonsoir à tous, chers amis. Monsieur l'ambassadeur, j'ai un grand plaisir parce que nous avons ce soir l'immense honneur de recevoir l'ambassadeur de Roumanie en Israël, qui est un ami, Radu Ioannid, et vous le savez, parce que vous êtes ici, parce que vous êtes venu, c'est le plus grand spécialiste de la Shoah en Roumanie. Et il vous en parlera tout à l'heure, mais ce qu'il a fait est tout à fait extraordinaire parce qu'il a dédié une grande partie de sa vie professionnelle à la recherche sur la Shoah en Roumanie. C'est lui qui progressivement a fait comprendre au monde que c'est à l'intérieur même de la Roumanie que le drame s'est joué, que la plupart des Roumains qui ont été exterminés, les Juifs et les Roms, ne l'ont pas été dans les camps allemands, ne l'ont pas été par une déportation extérieure, mais ont été tués par le régime d'Antonescu entre 1940 et 1944. Et il a fallu à Radu énormément de courage, de ténacité, de travail après l'ouverture des archives, ouverture partielle des archives après les années 90, mais lui a eu accès à un certain nombre d'archives secrètes et il a pu ainsi reconstituer l'histoire. Et cette histoire, j'en parlera bien sûr, elle est absolument terrifiante. Mais terrifiante. C'est vraiment un pays qui s'autodétruit sous les coups de boutoir de l'extrême droite et va se terminer après dans un drame. La Roumanie au début avait plutôt bien commencé, elle était plutôt avec le roi du côté de la France et de l'Angleterre, et puis elle bascule très vite du côté de l'Allemagne nazie. Et elle passera après sous le joug soviétique, après d'ailleurs l'exécution en 1946 d'Antonescu. Donc, c'est pour nous, à l'Institut français, je félicite Georges Jenner et bien sûr toutes les équipes, c'est pour nous un très grand plaisir, un très grand honneur, tellement, vous le savez, nous considérons que travailler sur l'histoire, la communiquer, la faire comprendre, la transmettre, c'est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental dans notre démarche culturelle ici. Cette transmission, elle est difficile à la génération suivante. Et malheureusement, nous avons beau, je dirais, travailler entre adultes, c'est le moment où c'est le passage à la génération suivante que les choses deviennent difficiles. Et on travaille beaucoup là-dessus avec l'Institut, comment transmettre aux générations suivantes. La deuxième chose qui est extrêmement difficile, c'est que quand bien même on transmet, l'histoire se répète. Alors on sait que quand on ne transmet pas, c'est pire. Mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'au fond, l'apprentissage de l'histoire n'empêche pas l'histoire de se répéter. Alors que c'était évidemment le grand slogan, de dire il faut connaître l'histoire pour ne pas qu'elle se répète. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire sont condamnés à la revivre et tout. Ben oui. Mais quand on voit aujourd'hui, par exemple, la Russie et l'Ukraine, on se dit ben c'est pas tout à fait juste. Et quand on voit la polarisation des pays, le retour des extrêmes, l'extrême droitisation de certains pays, le retour de la violence, on se dit, ouais, c'était sans doute l'immense espoir né du plus jamais ça d'après les guerres, et malheureusement, ça ne fonctionne pas tout à fait comme cela. Donc, sur ces paroles particulièrement optimistes, je vais laisser la parole à Radu. Je vous propose de l'applaudir parce que c'est vraiment exceptionnel qu'il soit ici.
n'ai même pas à présenter, enfin Stéphanie, tout le monde la connaît, c'est elle qui est chargée du livre ici et qui mène tous les interviews de rencontres avec un auteur. Monsieur l'ambassadeur, c'est un immense plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur de France, vous êtes le spécialiste de la Shoah en Roumanie. L'histoire de la destruction des Juifs et des Roms en Roumanie durant la Seconde Guerre mondiale et en particulier durant le régime d'Antonescu est très mal connue. D'ailleurs, les autorités roumaines ont reconnu assez tard leur responsabilité, il me semble en 2004. Pourtant, même si la Roumanie n'a pas mis en place une véritable extermination comme l'a fait l'Allemagne nazie, 250 000 Juifs sont morts en Roumanie sous le régime d'Antonescu. Oui, si vous me permettez, j'aimerais faire, premièrement, vous dire bonjour, m'excuser pour mon français qui est parfois rouillé, un peu rouillé. J'ai des problèmes avec je dois vous avertir, j'ai des problèmes avec le site conditionnel. J'aimerais vous remercier, madame, Avec un grand plaisir. pour être la modératrice, monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur. Merci. Il y a une raison, ou plutôt deux raisons, qui peuvent expliquer pourquoi le Shoah en Roumanie n'est pas vraiment très bien connu. Il y a une responsabilité roumaine et plutôt est-européenne. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce que les archives de la Shoah en Roumanie et dans les pays communistes ont été fermées jusqu'à la chute du communisme. Ça, c'est une raison. Mais une autre raison appartient au monde occidental. Parce que trop souvent, l'histoire de la Shoah était polonocentriste ou concentrée sur l'Allemagne et les camps d'extermination qui étaient situés en Pologne occupée. Pourtant, ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah par balle, l'extermination des Juifs en Europe de l'Est, sur le front de l'Est, l'extermination des Juifs et des Tziganes en Yougoslavie, la Shoah en Croatie, en Hongrie, en Serbie, en Bulgarie, c'était de la terre inconnue pour trop longtemps. Moi, personnellement, je pense que la Shoah a été un procès européen, c'est-à-dire un procès où, bien sûr, l'inspiratrice, initialement, l'idéologie dominante appartenait à l'Allemagne nazie, mais c'est tout le continent, même les pays neutres, même les pays qui s'opposaient à l'Allemagne nazie ont une certaine responsabilité. Si on ne comprend pas cette vérité, j'oserais dire élémentaire, on ne peut pas vraiment comprendre l'histoire de la Shoah. Si on lit ou on relit Raoul Hilberg, on peut comprendre que c'était vraiment un procès européen avec des multiples responsabilités qui sont bien sûr divers de point de vue chronologique, point de vue géographique. Voilà. J'aimerais qu'on remonte un peu en arrière. Comment la présence des Juifs en Roumanie a évolué au cours des siècles? Écoutez, il faut être très prudent quand on parle des origines latines du peuple roumain, parce que l'une des légions romaines qui ont occupé la Dacie venait de Palestine et recrutée localement. Alors, je pense qu'il y a de toute façon plaque à part. Il y avait, on trouve en Roumanie des monnaies romaines qui ont des inscriptions juives ou des inscriptions juives qui proviennent de l'année 100, 105, 120 après Jésus-Christ.
Alors, il y a une présence qui n'est pas toujours documentée très bien, une présence juive, même pendant le Moyen-Âge, mais le Moyen-Âge roumain, au moins, sont parfois un trou noir. On ne connaît pas assez, même en ce que concerne l'histoire des pays roumains. Il y a point de vue historique, la communauté juive roumaine ou l'histoire, la Roumanie, de point de vue juif, est un pays unique parce qu'il n'y a pas de pays européen qui a une telle diversité de communautés juives. Et ça est dû à l'histoire très compliquée de la Roumanie. Rappelons-nous qu'en 1930, il y avait 750-760 000 juifs en Roumanie et les communautés étaient vraiment diverses. Il y avait des Hassides qui travaillaient la terre en Marmoroche, il y avait des néologues en Transylvanie, il y avait des yiddishistes, des gens qui parlaient l'yiddish en Bessarabie, en Moldavie. Il y avait des communautés assez intégrées en Bukovine qui parlaient l'allemand ou dans le sud des Askénazes qui étaient intégrés. Il y avait des séfarades dans le sud. C'est-à-dire qu'il y avait une variété de communautés juives qui n'existaient pas dans aucun pays de l'Europe. Et on parle de la troisième communauté juive de l'Europe, c'est-à-dire après la Pologne et l'Union soviétique, la Roumanie était le troisième pays en ce qui concerne le nombre de juifs. Il y a des choses très intéressantes en ce qui concerne l'antisémitisme roumain, comme beaucoup des pays, ou la plupart des pays qui ont été sous la dominance turque, il n'y avait pas en Roumanie, ou plus exactement dans les pays roumains, un antisémitisme pendant le Moyen-Âge. Il y avait eu bien sûr des incidents antisémites, mais on ne peut pas parler d'un antisémitisme comparable à l'antisémitisme tsariste en Russie ou même de l'Europe occidentale. Bien sûr, la situation change au XIXe siècle. Nous avons affaire à un antisémitisme qui provient, qui est lancé, qui est instrumenté par les intellectuels et la classe politique, qui descend lentement mais sûrement dans les classes populaires. C'est un antisémitisme plutôt économique et il y a une discrimination très forte des juifs roumains pendant le XIXe siècle qui, point de vue législatif, disparaît au moment de la fin de la Première Guerre mondiale. Ce sera une pause assez courte parce que entre, disons, 1923 et 1938, parce que après, en commençant avec l'année 38, il y a une suite de dictatures semi-fascistes et fascistes qui ont comme ossature l'antisémitisme. Est-ce qu'il y a des exemples de persécutions et de violences avant la Première Guerre mondiale, concernant les Juifs, bien entendu? Avant la Première Guerre mondiale, il y a des incidents antisémites, il y a des moments où les Juifs sont chassés des villages, il y a une émigration massive à la très fin du XIXe siècle envers la Palestine, mais aussi envers les États-Unis. Ici et là, les Juifs sont battus ou même tués, mais on ne peut pas parler du degré de violence physique qui va se passer immédiatement avant la Première Guerre mondiale et pendant la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe avant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale qui provoque ces violences, notamment dans l'armée? Oui, écoutez, il faut se rappeler qu'en décembre 1937, pendant les dernières élections libres de Roumanie, 1 sur 4 Roumains ont voté antisémite.
c'est-à-dire il y avait deux partis fascistes en Roumanie, la Légion, la Garde de Fer, la Légion de l'Archange Michel, et le Parti national chrétien. Les deux violemment antisémites, ensemble ils ont obtenu 25%, 24,8% des votes. Alors c'est très clair que l'antisémitisme devient en Roumanie un courant de masse, et après une période très courte de 60 jours ou 70 jours, quand le Parti national chrétien aura le pouvoir, qui a légiféré déjà au début de l'année 1938 des lois puissamment antisémites. Nous avons eu une suite de gouvernement de la soi-disant dictature royale qui a augmenté le nombre et la dureté de la législation raciale. Par exemple, le 9 août 1940, il y a eu deux lois fondamentales qui ont été légiférées par le roi Carol et le Premier ministre, le ministre de la Justice, qui étaient ouvertement inspirées, en écrit, ouvertement inspirées, je répète, des lois raciales du Nuremberg de l'année 35. Quelle différence y a-t-il entre le fascisme roumain et le fascisme italien ou allemand? Je dois vous donner une réponse en deux volets. Si le plus petit parti fasciste roumain, la Ligue de la défense nationale chrétienne, plus tard le Parti national chrétien, était un parti qui s'inspirait d'une façon plus directe du fascisme italien, la Garde de Fer, et qui a été soutenue ouvertement et assez tôt par le parti nazi allemand et par le gouvernement allemand. Le principal mouvement fasciste roumain, la Garde de Fer, était un fasciste clérical avec des racines roumaines prononcées, qui n'avait eu jusqu'à assez tard des relations privilégiées avec l'Allemagne nazie. C'était un mouvement fasciste autochtone avec des traits, j'oserais dire, roumains prononcés. Quel lien y avait-il entre Antonescu et Hitler? Des liens particuliers en particulier. Et Antonescu était un militaire qui, point de vue idéologique, était quelque part au milieu entre les deux mouvements fascistes roumains, entre la Garde de Fer et le Parti national chrétien. Il était un ancien attaché militaire à Paris et à Londres, et il parlait d'une façon directe et assez brutale à Hitler, et Hitler le respectait. Hitler avait besoin d'Antonescu parce qu'Antonescu, pour lui, représentait un double réservoir, un réservoir humain, parce que, rappelons-nous, après le 22 juin 1941, l'armée roumaine est devenue le principal allié de l'Allemagne nazie sur le front de l'Est. Et d'autre part, point de vue économique, à ce moment donné, la Roumanie était un grand producteur de pétrole. Le pétrole roumain était quelque chose de très important pour la machine de guerre allemande. Et ça explique pourquoi, quand Antonescu, en janvier 1941, a rompu avec la Garde de Fer après une tentative de coup d'État de la Garde de Fer,
Hitler résolument s'est aligné avec Antonescu contre la garde de fer, bien que le SS, bien que le SD, bien que le parti nazi soutenait la garde de fer, parce que l'angle idéologique pour eux était plus important que l'angle stratégique. Alors la relation était apparemment très bonne et un dialogue franc s'établissa entre les deux leaders, bien que nous savons maintenant que Hitler présentait des cartes fausses à Antonescu et il avait une attitude, bien sûr, de supériorité en réalité. Donc Antonescu renversa le roi Carol en septembre 1940. Comment se proposait-il de résoudre le problème juif? Vous savez, on peut parler de deux étapes. La première étape qui plus ou moins existe entre septembre 1941 et juin 1940, je m'excuse, septembre et juin 1941, c'est une période où sur papier, Antonescu est pour l'ordre et pour la confiscation guillemets, légale des avoirs juifs et pour l'émigration des juifs. C'est la garde de fer qui est l'auteur des violences et des assassinats contre les juifs, le plus important, le plus connu étant le pogrom de Bucarest, que j'oserais comparer avec le Kristallnacht en Allemagne. Même le nombre de morts est est similaire et le nombre de dévastations est comparable, destruction des synagogues, des magasins juifs. Mais après le début de la guerre, c'est une deuxième phase qui est la phase de déportation massive et des assassinats en masse des juifs. Comment a commencé les restrictions sur les juifs, notamment concernant les médecins, les avocats, les enseignants? Comment tout ça a commencé? Il y a une législation qui, comme j'ai déjà dit, commence avec les régimes dictatoriaux de Carol II. Et cette législation s'accélère pendant l'automne de 1940. Les Juifs sont éliminés de toutes les professions libérales. Par exemple, en Roumanie, 37% des médecins étaient juifs et ils ont l'interdiction de professer. Ils ont éliminé de l'association de surdoués, des théâtres, pharmacistes n'ont plus le droit de professer, c'est-à-dire c'est un vrai désastre. Et bien sûr, leurs avoirs sont confisqués, pas de permis de conduire, pas le droit d'avoir une bicyclette, d'avoir une radio, c'est-à-dire c'est une législation compréhensive et dure, très très dure. Mais avec l'exception de quelques juifs, je m'excuse, tués ici et là par la garde de fer, et à l'exception du pogrom de Bucarest, le nombre des juifs tués est relativement réduit en comparaison avec l'été et l'automne de 1941, après le début de la guerre. Petit à petit, les restrictions continuent et on commence à imposer le travail forcé aux juifs. Oui, il y a deux types de travail forcé en Roumanie. Ce sont les hommes, les mâles qui sont obligés de faire le travail forcé. Il y a un travail forcé qui se passe dans les localités où les Juifs vivent, et c'est un travail forcé qui est, disons, plus léger simplement parce qu'ils peuvent parfois dormir dans leur maison et se nourrir à la maison. Et puis il y a un travail forcé qui, dans les soi-disant détachements juifs de travail, qui est
fait à des centaines de kilomètres distance de leur demeure, qui est vraiment, vraiment très dur. Y avait-il une différence de traitement entre les Juifs des différentes régions de Roumanie? Absolument. Si tous les Juifs, il faut faire des délimitations géographiques et chronologiques. Il faut comprendre que le choix en Roumanie se passe entre le Danube et le Bug. Pourquoi? Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Roumanie a administré un territoire qui s'appelait la Transnistrie, à ne pas le confondre avec la Transnistrie d'aujourd'hui, qui est un petit territoire. Il s'agit d'un grand territoire entre le Dniestr et le Bug, avec la capitale Odessa. C'est-à-dire c'est une grande partie de l'Ukraine occupée qui est sous administration roumaine. Et le Bug était la frontière entre l'Ukraine occupée par les Roumains et l'Ukraine occupée par les Allemands. Alors, il faut aussi se souvenir que la Shoah en Transylvanie, c'est une Shoah hongroise, c'est-à-dire c'est une région, la Transylvanie du Nord et Marmoroche, qui, suite à un accord diplomatique de Vienne d'août 1940 est sous occupation hongroise. Alors le choix en Transylvanie du Nord est un choix hongrois, une choix hongroise et allemande. Mais quand on parle de la Shoah en Roumanie, on parle de ce territoire que je viens de mentionner, et comme victime, on parle des Juifs roumains, mais aussi des Juifs ukrainiens de l'Ukraine occupée. Parlons maintenant de l'étoile jaune. L'étoile jaune a été imposée, puis retirée. L'étoile jaune en Roumanie est limitée en général à la Bessarabie, à la Bukovine, c'est-à-dire les zones du nord de la Roumanie qui ont été occupées par l'Union soviétique entre juillet 1940 et juin 1941. Ici et dans quelques villes de la Moldavie roumaine d'aujourd'hui, il y a eu de l'étoile jaune, et en Transnistrie aussi. La différence est que dans les villes de la Moldavie d'aujourd'hui, suite à une intervention de Wilhelm Fildermann, qui était le président de la Fédération des communautés juives roumaines, Antonescu a décidé d'annuler l'étoile jaune. L'argument de Fildermann étant il n'y a pas d'étoile jaune en Allemagne. Souvenons-nous que même en Allemagne, l'étoile jaune a été introduite en 1942. Alors il n'y a pas en Roumanie d'aujourd'hui, il n'y a pas, sauf quelques exceptions et sauf une très courte période de l'année 1941, il n'y a pas eu de l'étoile jaune. Au contraire, en Bessarabie, en Bukovine, en Transnistrie, il y en a eu. Comment ont réagi les autorités allemandes à ce retrait? Les relations entre l'Allemagne et la Roumanie en ce que concerne les Juifs étaient vraiment compliquées. Vous voyez, méfiez-vous, messieurs, dames, des philosophes. Parce que les philosophes exagèrent et ils aiment embellir un peu la réalité. Si peut-être que vous vous souvenez, Hannah Arendt a dit dans Eichmann à Jérusalem que les Allemands, les SS plus exactement, ont été effrayés par la cruauté des Roumains. Et évidemment, c'était une exagération, mais il y avait quelque chose de vrai dans cette affirmation. Il y a une lettre écrite par Einsatzgruppe D, c'est-à-dire une unité qui s'occupait avec la tuerie des Juifs, qui a transité par la Roumanie, par la Bukovine, Bessarabie, en avançant avec le front, qui, d'une partie, félicitait les Roumains pour la rapidité, l'efficacité avec les troupes roumaines avec lesquelles ils tuaient les Juifs, mais d'autre part, ils disaient, mais
vous ne faites pas un travail complet parce qu'il faut obliger les Juifs qu'ils creusent leur tombe, vous les laissez au milieu des rues, en plus vous acceptez qu'on vend leurs vêtements. Et ça va générer des épidémies. Alors, la situation était un peu complexe parce que les Allemands étaient des hommes de l'ordre, n'est-ce pas? Ça, c'est l'un des aspects. En plus, il y a eu 2 conflits majeurs en ce qui concerne le traitement des Juifs entre les Allemands et les Roumains. À la très fin du mois de juillet 1941, les troupes roumaines ont poussé au-delà de Dniester 20-25 000 Juifs. Et les Allemands étaient occupés avec la tuerie des Juifs ukrainiens. Ils ont poussé ces Juifs en Bessarabie, pas avant de tuer 4 ou 5 000 Juifs. Et c'est le moment où les autorités roumaines ont créé les grands les grands camps de transit, comme Vertugem, comme Mărculești, comme Edineț, où des dizaines de milliers de Juifs roumains ont été internés pour quelques mois. Après, quand en octobre-novembre 1941, ils ont été déportés en Transnistrie. On a déporté au moins 154 000 Juifs de Bessarabie et de Bucovine en Transnistrie. 2 années plus tard, 2 tiers de ces Juifs, et je cite des chiffres officiels roumains, sont morts. C'est-à-dire, la Transnistrie était vraiment un grand camp de morts, où les Juifs roumains ont été jetés dans des ghettos ouverts ou fermés, où ils sont morts suite à des épidémies, le typhus, ou suite à des exécutions. Je tiens à dire que la description nécessaire des violences contre les Juifs dans ces camps de transit est absolument insoutenable dans votre livre, mais nécessaire. Il y a eu les camps de transit, mais il y a eu aussi les massacres perpétrés par les autorités roumaines, mais aussi des civils qui aidaient et qui informaient les autorités. Oui, la participation des civils est relativement marginale, c'est-à-dire dans des situations comme le pogrom de Iași, mais aussi dans d'autres localités où les pogroms au début de la guerre ont été organisés par les services secrets roumains. C'était le réseau des informateurs de ce service secret qui ont participé à la tuerie des Juifs. En général, c'était la gendarmerie roumaine, les troupes roumaines et les troupes allemandes et ces SUPA qui ont participé ensemble ou séparément à la tuerie des Juifs. En Bessarabie, en Bucovine, on parle d'au moins 40 000 Juifs, peut-être 60 000 Juifs roumains qui ont été tués sur place parce qu'il y avait un ordre qui s'appelait littéralement l'ordre de nettoyage du terrain qui a été implémenté au début de la guerre. Il y a eu les camps de transit, il y a eu les violences. Des ghettos, des grands ghettos comme Chișinău, comme Tchernovitz. Par contre, la Roumanie a toujours refusé de déporter ces Juifs en Allemagne. Quelles étaient les raisons? C'est une histoire compliquée. Il y avait un autre conflit, toujours majeur, entre la Roumanie et l'Allemagne en ce qui concerne la déportation des Juifs. Et je dois faire une parenthèse qui est d'ordre, si vous me permettez, d'ordre géographique et juridique. Le 30 août 1941, il y a eu un accord entre les autorités roumaines et allemandes qui spécifiait que le territoire entre le Bug et le Dniestre va être administré par la Roumanie, la capitale étant Odessa. Et cet accord précisait
que les Juifs qui existent en Transnistrie ne devraient pas être déportés au-delà de Bouk qu'après la fin des opérations militaires contre l'Union soviétique. En dépit de ça, pendant le printemps de 1942, les autorités roumaines ont essayé de déporter une trentaine de milliers de Juifs de Transnistrie au-delà de Bouk. Il y a eu des interventions de Ribbentrop et même d'Eichmann parce que, de nouveau, les Allemands étaient occupés avec la destruction des Juifs ukrainiens au-delà de Bouk. Ils ne voulaient pas ces Juifs roumains ou locaux. Maintenant, j'en viens à votre question. Nous sommes pendant l'automne de l'année 1942 et relations entre la Roumanie et l'Allemagne sont un peu froides parce que l'Allemagne ne donne pas à la Roumanie l'équipement militaire que la Roumanie voulait pour le front et il y a une pression énorme des autorités allemandes au plus grand niveau pour que la déportation de Juifs des pays roumains commence envers Belzec. Il y a même 2 plans de déportation, l'un rédigé par Gustav Richter, qui était le représentant de SD dans l'ambassade nazie à Bucarest, l'autre rédigé par Radu Lekati, qui était le commissaire des affaires juives dans le gouvernement roumain. L'un a copié l'autre, mais je ne sais pas qui, parce qu'ils sont à peu près identiques. En tout cas, il y a une suite d'interventions en faveur des Juifs de l'extérieur. L'ambassade, le gouvernement américain à travers l'ambassade suisse, le nonce apostolique à Bucarest, le représentant de la Croix-Rouge, à l'intérieur la reine-mère, des leaders des partis politiques, le primat de Transylvanie, mais je ne peux pas vous dire vraiment, messieurs, dames, qui est le facteur déterminant qui va décider, va influencer Antonescu, qui va dire c'est seulement moi qui connais combien de Juifs sont morts l'année passée, ajournant la déportation pour l'année 43, pour le printemps de 43. Pendant le printemps de 43, nous sommes après Stalingrad, qui a commencé par une défaite majeure de la 3e et 4e armée roumaine. Et à ce moment donné, la politique de l'État roumain envers les Juifs, lentement mais sûrement, ça commence à changer. Quoi, par peur de perdre la guerre et d'avoir des comptes à rendre? C'est compliqué. Il s'agit de s'orienter. L'obsession politique des politiciens roumains de Antonescu était que c'était mieux que la Roumanie est occupée par les Américains, les Anglais, et pas par les Russes, par les Soviétiques. Ils ont commencé à voir dans les Juifs une sorte de potentielle monnaie d'échange. Ils commencent à permettre que des aliments sont envoyés par la communauté juive roumaine de Bucarest en Transnistrie, et même à la fin de l'année 43, même certaines catégories de Juifs, comme les vétérans de la Première Guerre mondiale, comme des gens qui n'ont pas vécu sous l'occupation soviétique, parce que l'accusation était les Juifs sont des bolcheviks et on doit les déporter à cause de ça. Et il y a quelques milliers de Juifs qui sont répatriés en Roumanie. 1944, c'est déjà tout à fait différent. Et en août 1944, c'est la fin du régime. Antonescu, il est assez trouble et assez étonnant, si je peux utiliser ce mot. Il refuse d'envoyer ses Juifs en Allemagne, pour les raisons que vous avez évoquées. Il s'éloigne tout à coup de son parti, la guerre peut faire. Il les écrase. Il les écrase même.
Il écrase, si je puis dire, les juifs, et en même temps il continue à avoir des relations avec certains d'entre eux. Il est toujours entre deux, si je peux dire, assez ambivalent. Avec le risque, en m'excusant de vous contredire, il n'est pas ambivalent, c'est son adjoint qui est ambivalent, c'est Mihai Antonescu qui était vice-président du gouvernement et ministre des Affaires étrangères qui en 1941, en juillet, il dit ouvertement il faut mitrailler les juifs, mais qui en 1943-1944 dit nous sommes humains, nous avons une politique qui permet l'immigration, nous avons protégé les juifs. Alors il est un opportuniste. Antonescu Ion est un antisémite sauvage, bien qu'il a une ou deux fois reçu Wilhelm Wildermann, le président de la Fédération des communautés juives, jusqu'en décembre 1941, mais puis il l'a envoyé en Transnistrie. Mais il est un antisémite obsédé et fanatique. J'aimerais qu'on parle maintenant des Roumains à l'extérieur de la Roumanie. Quel a été leur sort? Est-ce que la Roumanie a essayé de les protéger, les a rejetés? Je sais que les Roumains en Allemagne ont été déportés, pas du tout sauvés ou tentative de sauvetage. Mais les autres, les Roumains en dehors de la Roumanie, je crois qu'il y a eu un statut assez particulier. C'est une très intéressante et importante question pour laquelle je vous remercie. C'est une histoire contradictoire et très très intéressante. Pendant le mois de juin 1942, Antonescu Ion dit à Manfred Killinger, je m'intéresse plus aux juifs roumains qui vivent en Europe occupée, vous faites ce que vous voulez. Et avec eux. Et en août 1942, le ministère des Affaires étrangères roumain donne des instructions au consulat et aux légations roumaines de ne plus protéger les juifs qui vivent sous occupation allemande. Et ici commence la tragédie des juifs sous occupation allemande qui sont massivement déportés, quelques milliers. Je parle des juifs d'Allemagne, des Pays-Bas, de Slovaquie, de Bohémie et Moravie, qui sont déportés à Auschwitz. Et la même chose se passe en France, par exemple, le convoi 2, le numéro 2 de 5 juin 1942, il y a 90 juifs roumains qui sont déportés. Convoi 3, 22 juin 1942, 56. Convoi 37, de 24 septembre 1942, 729 juifs roumains. Convoi 38, de 28 septembre 1942, 595 juifs roumains. Et les rafles des juifs roumains à Paris, et pas seulement à Paris, continuent jusqu'au printemps de 1943. Et ici se passe une histoire vraiment intéressante. Il y a un monsieur qui est d'ailleurs antisémite, disons modéré, qui est le directeur des affaires consulaires dans le ministère des Affaires étrangères. Auparavant, il était consul de la Roumanie en Allemagne pour au moins 10 ans, sinon plus. Et il commence à bombarder son boss, le ministre des Affaires étrangères, avec il est ce qu'on appelle Reichsgentile Yad Vashem, en disant nous allons payer le prix parce que nous ne respectons pas les conventions internationales. En plus, Antonescu était vraiment obsédé par les Hongrois, par le gouvernement hongrois, parce qu'il avait perdu la Transylvanie, il voulait récupérer la Transylvanie. Et l'un des arguments de Karadžić, c'était le nom de l'ancien consul à Berlin, directeur des affaires consulaires, au ministère des Affaires étrangères, il dit à Antonescu, mais écoutez, les juifs hongrois à Paris sont protégés,
leurs avoirs sont protégés, ils ne sont pas obligés de porter l'étoile jaune. Au contraire, les Roumains sont oppressés, les Français confisquent leur propriété, ils sont envoyés à Auschwitz ou ils sont mentionnés à Auschwitz. Et Antonescu apparemment a dit mais comment c'est pas possible, un juif hongrois est supérieur à un juif roumain, ça c'est pas possible. Bon, en tout cas, en 1943, le gouvernement roumain réintroduit la protection des juifs roumains à l'extérieur. Il y a eu même un train avec des juifs roumains, 70-75 juifs roumains qui a traversé le Reich. Ils sont revenus en Roumanie. C'est une affaire compliquée, avec des hauts et des bas, mais en dépit de ça, au moins 5000 juifs roumains ont été tués. D'autre part, un nombre qui est très probablement le même ont survécu. C'est l'histoire de la Shoah roumaine est très très contradictoire parce que, rappelons-nous, à la très fin de la guerre, il y a eu plus de 300 000 juifs, 350 000 juifs qui ont survécu la guerre, ce qui est vraiment extraordinaire. J'aimerais qu'on revienne plus précisément sur la Transnistrie, excusez-moi, et en particulier sur les massacres qui ont eu lieu, Odessa notamment. Il faut, avec votre permission, que j'ai fait une petite précision. La Transnistrie est sous administration roumaine. Il y a un gouvernateur, il y a des légions de gendarmerie roumaine qui sont censées assurer l'ordre, qui ont sous leur commande la police ukrainienne. Et ces deux éléments militaires, ces deux types d'unités militaires sont responsables pour les massacres des Juifs, en général en Transnistrie. Et je vais être plus précis dans une seconde, mais j'aimerais préciser une autre chose. Il y a une centaine de villages en Transnistrie qui sont habités par des Allemands de souche. Des Allemands de souche qui vivent là-bas, qui vivaient là-bas depuis l'impératrice Catherine II et qui ont été enrôlés, qui avaient un statut spécial enrôlés dans les SS. Ils vivaient là-bas avec leur famille, mais ils appartenaient, pendant la guerre bien sûr, aux SS. Et ils avaient une sorte d'autonomie locale. Maintenant, si on revient au massacre, il y a quelques massacres de grande envergure qui ne sont pas connus. Le premier, à la très fin du mois d'octobre, il y a, parce que tout le monde connaît Babi Yar, mais personne n'en parle du massacre d'Odessa. Il y a eu au moins 22 000 juifs, la plupart ukrainiens ou russes, comme vous voulez, quelques milliers entre eux des juifs roumains réfugiés qui ont été tués à Odessa, brûlés vifs ou exécutés par balles suite aux ordres spécifiques du maréchal Antonescu. Parce qu'il y a eu une explosion à l'état-major des troupes roumaines à Odessa et en représailles, Antonescu a donné l'ordre de tuer un peu plus de 20 000 juifs locaux. Il y a eu un deuxième grand massacre, je parle à la très fin de l'année 41, au début de l'année 42, dans la région de Golta, dans 3 localités, Bogdanovka, 48 000 morts, 48 000 fusillés, Domanovka avec 16 000 fusillés, Akhmichet avec 5-6 000 fusillés. Je parle de 75 000 juifs tués. Ici, nous n'avons pas l'ordre d'Antonescu, c'est une initiative roumaine locale. Il y a les gendarmes roumains qui tuent ces juifs avec la complicité
de la police ukrainienne locale et avec parfois la complicité des Allemands de ces villages. Le prétexte était le typhus qui faisait des ravages en Transnistrie. Ça, c'est le deuxième massacre massif des Juifs en Transnistrie. Il y a un troisième à Berezovka où 30 000 Juifs locaux sont tués. Il y a la gendarmerie roumaine. Il s'agit pour la plupart des survivants du massacre juif, du massacre d'Odessa, qui sont déportés à Berezovka par les gendarmes roumains où ils sont tués par les SS locaux, par les Allemands. Alors ces trois zones, ensemble, on parle de... La plupart des victimes sont des Juifs locaux parce que les Juifs roumains, plus de 100 000, sont morts en majorité suite à des maladies de typhus et d'autres maladies de ce type, et bien sûr manque de nourriture. La plupart des Juifs massacrés en Transnistrie sont des Juifs locaux. La Roumanie porte la responsabilité pour au moins 280 000 Juifs, la moitié Juifs roumains, la moitié Juifs ukrainiens. J'aimerais qu'on parle maintenant des Roms, de la déportation et de l'extermination des Roms. Vous pouvez nous en parler? Absolument. Il y a une différence fondamentale entre la situation des Roms et des Juifs, point de vue législatif. Il y avait, comme j'ai déjà dit, une législation compréhensive antisémite en Roumanie. Il n'y avait pas de législation anti-Rom. Un jour, pendant le printemps de l'année 42, Antonescu a décidé a donné personnellement l'ordre de déporter deux catégories de Roms en Transnistrie. Il s'agissait des Roms qui avaient eu des problèmes avec la justice, soi-disant. Je vais vous expliquer dans une seconde pourquoi je dis soi-disant. Ils ont été déportés avec leur famille, mais par exemple la police, la gendarmerie, parce qu'en Roumanie c'était comme en France, c'est-à-dire il n'y avait pas de police dans les zones rurales, c'était la gendarmerie qui assurait l'ordre. La gendarmerie venait dans un village pour arrêter un Rom qui avait passé, disons, des années ou des mois en prison. Et ce Rom donnait une vache au gendarme, alors le gendarme prenait le voisin qui n'était pas en prison. C'était un Rom, n'est-ce pas? Pas de différence. Enfin, ils ont été déportés dans un pays civilisé, la responsabilité individuelle, n'est-ce pas, n'est pas collective. Ils ont été déportés avec leur famille, 12 500 Roms, et puis on a déporté aussi les Roms nomades, notre 12 500. On a déporté en total en Transnistrie 25 500 Roms, des conditions terribles. Il y avait même eu du cannibalisme entre eux. Ils ont mangé la viande des morts Roms, des enfants morts. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ce qui a très probablement arrêté la déportation des Roms. Ces Roms-là avaient des fils, des maris, des pères qui étaient sur le front dans l'armée roumaine. Et ils revenaient, ils ne trouvaient pas leur famille, les officiers étaient solidaires avec la troupe, et ils essayaient de récupérer parfois l'arme à main, leurs frères, et fils et filles qui étaient déjà déportés en Transnistrie. Et ça a créé une vraie pagaille dans la bureaucratie militaire roumaine. Et après 6 mois, on a arrêté la déportation des Roms. Il y a un aspect très intéressant que je ne peux pas vous donner une explication. Ce qui concerne cet aspect, il y a pas mal de lettres
de solidarité avec les Roms déportés en disant ils sont des travailleurs, ils sont des gens utiles, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je n'ai pas trouvé beaucoup de lettres en ce qui concerne les Juifs. Et je ne peux pas vous expliquer pourquoi, parce que les Juifs étaient désignés comme ennemis du peuple roumain, et peut-être que c'est une explication, mais je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je n'ai pas je dis. Est-ce qu'il y a d'autres minorités religieuses ou pas qui ont été persécutées? Oui, persécutées, mais pas vraiment tuées en masse comme les Juifs et les Roms. Il s'agit de certaines églises protestantes, comme les Adventistes, les Baptistes, les témoins de Jéhovah, qui ont été systématiquement, et spécialement dans le nord du pays, persécutés. Mais la déportation de ces gens-là était vraiment, vraiment marginale, elle concernait seulement les leaders, parfois. Quels sont les facteurs qui ont fait que la moitié des Juifs roumains ont survécu? L'opportunisme des dirigeants roumains et leur talent de s'adapter à une situation qui changeait, parfois corruption. Je vais vous donner un exemple en ce qui concerne la corruption. Il y avait ce qu'on appelle en anglais War Refugee Board, qui était chargé à la très fin de l'année 1943 par Roosevelt d'essayer de sauver les Juifs de Roumanie, de Bulgarie, de Hongrie. Ils ont eu, c'était un certain Ira Hirschman qui était le leader, l'un des leaders qui était basé à Istanbul et Ankara et qui avait la permission explicite du gouvernement américain de négocier avec l'ennemi. Parce que quand les États-Unis sont dans une guerre, personne n'a pas l'autorisation de négocier avec l'ennemi. C'est une règle aux États-Unis. Et il y a eu une discussion entre Ira Hirschman et Chrétiano, qui était un ancien ambassadeur à Washington et qui était en poste en Turquie, pour qu'on permette pendant le printemps de 1944 la répatriation des orphelins juifs de Transnistrie. Et Chrétien était très réservé en disant à Hirschman, mais pourquoi vous vous intéressez aux Juifs, qu'est-ce que ça veut dire? Et Hirschman, j'aime bien, parce que je suis aussi américain, j'aime bien la façon américaine de négocier parfois, lui a dit, écoutez, les Russes vont venir et ils ont allé vous pondre des comment dit-on, des fellinaires, comment dit-on, des lampadaires, je m'excuse. Vont vous pendre des lampadaires. Apportez les enfants de Transnistrie, répatriez-les. Il est allé à Mihai Antonescu, il y a eu 5000 orphelins qui ont été répatriés contre quoi? Contre passeport pour la famille Chrétiano et visa pour les États-Unis. C'est pas mal comme deal. Certains Juifs de Roumanie ont émigré en Palestine. Est-ce qu'il y avait une politique roumaine? Est-ce qu'il y avait des quotas? Est-ce que c'était facile pour eux? La propagande communiste roumaine a affirmé que, premièrement, cette propagande a nié l'existence de la Shoah en Roumanie. Et ils ont toujours dit qu'il y a eu une politique vraiment permissive d'allouer les Juifs roumains d'émigrer en Palestine. La réalité est qu'il y a eu une douzaine de navires, nous avons la liste exacte, et seulement quelques 5000 Juifs qui ont été capables de partir de Roumanie envers la Palestine. Je dis capables de partir parce que 20% d'eux sont morts sur 2 navires, sur la Struma et sur Mevkura. Alors les pertes étaient grandes et le nombre était vraiment réduit. Bombardés par l'URSS en l'occurrence. La Struma a été torpillée par un sous-marin soviétique et très probablement la Mevkura aussi.
Comment la politique antisémite roumaine a commencé à s'alléger à partir de 1943? Premièrement, je me rappelle un survivant roumain, juif roumain que j'ai rencontré à Washington, qui m'a dit qu'à un certain moment, en 1943, vers la fin de l'année, le gendarme qui s'adressait à lui, je m'excuse avec le mot youpin, commençait à lui dire Monsieur le Juif. C'est-à-dire, lentement, en Transnistrie, les youpins, excusez-moi, devient Monsieur les Juifs. Au-delà de cette histoire qui est vraie, la réalité est que les souffrances des Juifs en Transnistrie ont commencé à être allégées parce que la politique de Bucarest envers les Juifs commence à changer. De nouveau, c'est cette croyance, cette conviction des autorités roumaines qui pensent que le traitement des Juifs va être une monnaie d'échange pour acheter la bienveillance des Anglais et des Américains. Un autre exemple, il y avait un monsieur qui était le secrétaire général du gouvernement, qui était pratiquement dans la structure du gouvernement roumain, numéro 2 après le Premier ministre, parce qu'il coordonnait l'activité des ministères. En 1941, après qu'Antonescu a écrit une lettre ouverte au président des communautés juives qui l'implorait de ne pas déporter les Juifs de Bessarabie et de Bukovine, qui ont été déportés sous des conditions terribles. Il y avait eu des situations quand l'escorte était approchée par un paysan roumain ou ukrainien. Combien vous voulez pour ce Juif? 300 lei, voilà 300 lei. On tuait le Juif pour son habit d'hiver. Parenthèse fermée. Ce monsieur qui était le secrétaire général écrit aussi un article très violent anti-juif. Vous devez être tous déportés et on va avoir un pays enfin sans juifs. Le même secrétaire général du gouvernement, le 21-22 août, invite en son bureau le même Filderman, qui n'était plus le président des communautés juives, parce qu'il y avait un central juif, un Judenrat en Roumanie à ce moment donné, et le président de la centrale sioniste, Zissou, et leur dit, écoutez, vous êtes juifs, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, faites de sorte que les Anglais et les Américains viennent, pas les Russes. La même personne. Après 3 ans. 41, automne, 44, été. C'est ça l'essence de l'explication. Souvenez-vous, s'il vous plaît, nous sommes en août 44, quand le régime tombe. Au même moment, les Juifs de Transylvanie sont déportés à Auschwitz et tués. Parce qu'Auschwitz va être libéré en janvier 45. C'est ça l'explication de la survie d'une grande partie de ce coup d'État qui permet à la Roumanie de tourner les armes et de commencer à combattre l'Allemagne nazie. Comment ça s'est terminé pour Antonescu? C'est une chose très intéressante, cette histoire des procès des criminels de guerre. Le nombre de criminels de guerre jugés en Transylvanie est le double de criminels de guerre jugés pour des crimes commis en Roumanie, Bessarabie, Bukovine, Transnistrie. Il y a eu 4 personnes qui ont été exécutées en Roumanie. Ion Antonescu, son adjoint Mihai Antonescu, le gouverneur de Transnistrie et le commandant du secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, le commandant de la gendarmerie, Piki Vasiliu. Seulement 4 personnes. Il y a eu des dizaines de personnes condamnées à mort. Leur peine a été commutée prison à vie. Mais
je vais essayer de vous dire un gendarme qui a violé des enfants, qui a tué des femmes, gendarme roumain, n'a fait pas plus de 8-9 années de prison. Les gens condamnés à prison à vie sont sortis en 1964. En Union soviétique, c'était plus dur, c'est-à-dire les peines étaient en général 20 ans de prison ou peine capitale. Et vous allez être peut-être surpris, mais les procès de NKVD sont très précis en ce qui concerne les gens qui ont tué les Juifs, dans chaque village qui a tué les Juifs, qui a maltraité les Juifs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des procès inventés. Comment vous expliquez cette légèreté des peines? Écoutez, la légèreté des peines n'est pas roumaine, et européenne en général. Nous avons la même légèreté en France. Parlons de Paul Morand, par exemple, qui était pas vraiment quelqu'un qui a appuyé sur la gâchette, mais qui était un fasciste pur et dur. Rien. Il est devenu même, après De Gaulle n'était pas au pouvoir, il est devenu membre de l'Académie. C'est-à-dire, la Roumanie n'était pas encore communiste, c'était une justice qui était en transition. Et la collaboration, c'était une collaboration de masse, au moins au niveau des institutions militarisées, au service secret, alors c'était plus facile de tourner la tête. J'aimerais savoir s'il y a dans le public des gens qui voudraient poser des questions à Monsieur l'ambassadeur de Roumanie. Monsieur l'ambassadeur, merci pour cette faire découvrir ce monde que vous n'avez pas très connu. Je voulais savoir, on a souvent parlé du grand rabbin Shafran. Vous ne l'avez pas cité. Quel a été son rôle? J'ai eu pas mal d'employés qui étaient d'origine roumaine. Ils ont évidemment parlé du réseau des écoles qu'ils ont fondées et ils ont appris l'hébreu pendant la guerre. Écoutez, ce que j'aime pas du tout est le fait que parfois la politique se mêle à l'histoire. Les politiciens doivent faire leur métier, les historiens, les éducateurs leur métier. Le grand rabbin Shafran était vraiment très très jeune pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il a eu un rôle dans le sauvetage des Juifs roumains parce qu'il est allé au métropolite de Transylvanie-Berlin et qui est intervenu pour les Juifs roumains pour Antonescu. Ça, c'est documenté, d'une partie. D'autre partie, son rôle est vraiment minimal en comparaison avec Filderman. Filderman était un lion qui s'est battu pour les Juifs roumains comme personne d'autre. Et ce qui s'est passé après la guerre, Shafran a quitté le pays en 1947. Il est entré dans une polémique avec le grand rabbin Moses Rosen, qui était un personnage très complexe, social-démocrate, compagnon de route des communistes, mais en même temps combattant l'antisémitisme communiste de Roumanie. C'est très très compliqué. Et on a essayé en Roumanie, après la chute du communisme, et en Israël de augmenter le rôle de Shafran sans des preuves vraiment documentaires. Moi, je pense que les documents parlent d'eux-mêmes et qu'il a eu un rôle, mais par exemple, qui parle aujourd'hui de rabbin Portugal? Rabbin Portugal était bien que son nom était séfarade, il était un askénaze
du nord du pays. Portugal, moi je pense qu'il était tellement courageux qu'il était un peu fou, parce qu'il a eu dans sa maison une soixantaine des enfants survivants de Transnistrie. Les soviétiques viennent, il prend ses enfants parce qu'il était de Bessarabie de Bukovine, et il les emmène à Odessa, dans une maison d'enfants. Il va à Odessa, en Union soviétique, il achète les gardes et il les apporte. Il est allé 2 fois en prison. Il a émigré en 1958, personne n'en parle. Alors, je comprends le désir des familles d'augmenter le rôle. Vous connaissez l'histoire de Kastner. Il y a des politiciens, je ne vais pas vous dire maintenant les noms, qui veulent faire de Kastner un héros. Il est très compliqué, l'histoire de Kastner. Le même l'histoire de Chaffran. Mais il a eu un rôle, mais pas vraiment au niveau de Filderman, pour revenir à la période de la guerre. Monsieur l'ambassadeur, merci pour toutes ces explications et surtout merci pour nous raconter d'une façon aussi triste, d'accord, mais aussi précise cette aventure, pour parler le mot aventure, qui n'est pas le bon mot, mais que j'apprécie quand on a ce genre de précision. J'aimerais vous poser une question précise sur le nombre, effectivement, combien y avait-il de juifs en Roumanie? Qu'est-ce qui, ensuite, nous savons qu'il y en a eu entre 250, 300, 350 000, dit-on, mais je voudrais savoir, est-ce qu'on a vraiment des preuves? C'est-à-dire, est-ce que nous avons des écrits prouvant le nombre de massacres, le nombre de morts qu'il y a eu? Oui, alors, pour reparler statistiques, pendant le recensement de 1930, il y a 760 000 juifs en Roumanie. Il y a 150 000 juifs en Transylvanie. Comme j'ai déjà dit, ça c'est la Shoah en Hongrie, Allemagne. La plupart sont tués à Auschwitz et dans d'autres camps d'extermination dans la Pologne occupée par les Allemands. Maintenant, là, pour ce qu'il y a aujourd'hui, la Roumanie d'aujourd'hui, il y a un nombre relativement réduit de victimes. Pogrom de Iassi, très probablement 13 000 morts, un peu plus de 13 000 morts. Il y a 2500 juifs qui sont déportés du royaume en Transnistrie et les juifs de Bukovine du Sud, qui est aujourd'hui la Roumanie. Alors, très probablement quelque chose comme 25 000 juifs tués sur ce territoire, ou plus précisément qui appartenaient à ce territoire. Quand les troupes roumaines et allemandes entrent, je reviens au recensement de 1930, il y a en Bessarabie, en Bukovine, 300 000 juifs. 200 000 en Bessarabie, 100 000 en Bukovine. Les Roumains et les Allemands vont trouver là-bas 200 000 juifs parce qu'il y a les Soviétiques pendant 11 mois d'occupation qui prend les hommes pour dans l'armée rouge. Il y a des réfugiés qui se réfugient avec les autorités soviétiques, soit par eux-mêmes, soit avec les entreprises qui sont évacuées par les soviétiques. Alors, les Roumains et les Allemands trouvent là-bas 200 000 juifs, 50 000 à peu près sont tués sur place et 150 000 sont déportés en Transnistrie. 2 années plus tard, en septembre 1943, 49 000 sont en vie. C'est-à-dire 2 tiers sont morts là-bas. En plus, il y a les juifs
ukrainiens ou russes, comme vous voulez, qui sont tués par les autorités roumaines en Transnistrie et par les Allemands. Alors nous parlons d'au moins 280 000 juifs morts sous juridiction roumaine, la moitié des juifs locaux, la moitié des juifs roumains. Et on a des chiffres, des documents émis par les autorités roumaines pendant la guerre qui prouvent ces chiffres que je viens de mentionner. Merci à vous. Tu n'as pas parlé de résistance, qu'elle soit juive ou roumaine. Est-ce qu'il y a des actes, une organisation, une clandestinité pendant tout ce temps-là qui essaye de se mettre en place, ou est-ce qu'il n'y a pas grand-chose? Vous parlez de la Roumanie ou de la France? Non, de la Roumanie. Parce que le rôle des Juifs roumains dans la résistance en France est connu et vraiment important. Écoutez, il n'y a pas eu de résistance armée en général en Roumanie, pour des raisons vraiment compliquées, bien qu'il y a eu des actes de résistance juive, et j'aimerais cette année-là, pendant le jour de la commémoration de la Shoah roumaine, qui est le 9 octobre, d'en parler. Il y a eu des gens qui appartenaient à Hashomer Hatzair qui ont fait de la résistance et ils ont écopé des peines de prison grandes ou parfois ils ont été exécutés. Il y a eu une résistance active juive, pas nécessairement communiste, en Roumanie. Monsieur l'ambassadeur, d'abord je voudrais saluer ce travail extraordinaire, parce que je dois vous avouer que j'ai découvert des choses ce soir. Et je voudrais un petit peu avoir votre sentiment sur le fait que depuis toutes ces années où on commence à parler de la Shoah, en Europe et ailleurs, en prenant les responsabilités qui s'imposent, même ici en Israël, le rôle de la Roumanie et ce qui s'est passé là-bas est quand même resté assez obscur. Et pas vraiment connu. Comment ont-ils réussi, si vous voulez, à passer au travers de cette espèce de sentiment de vouloir absolument faire que chacun prenne ses responsabilités et reconnaisse ses torts épouvantables pendant toutes ces années? Comment est-ce que c'est arrivé, cette espèce de flou artistique roumain? Je vais, avec votre permission, commencer avec Israël. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Si vous regardez dans la préface de Serge Klarsfeld, vous allez voir qu'il était, je ne me rappelle pas exactement l'année, il était en Allemagne pour assister, pour témoigner pendant le procès de Gustav Richter. Gustav Richter était, je viens de mentionner son nom, il était le représentant de l'SD dans l'ambassade nazie à Bucarest. Il a été arrêté par les Russes. Il était la personne qui a rédigé le plan de déportation des Juifs roumains. Il a fait beaucoup de pression sur les Juifs, sur le gouvernement roumain pour ne pas allouer l'émigration des Juifs, pour ne pas allouer la répatriation des enfants de Transnistrie, des orphelins. Il était vraiment le représentant de SS à Bucarest. Il était arrêté par les Russes et, très intéressant comme coïncidence, il a partagé une cellule à Moscou avec un certain Raoul Wallenberg. C'est la dernière information que nous avons concrète sur Wallenberg. C'était le 2 ou 4 février 1945. Bon, et il a été... Les Russes en 1953 ou 1954
m'ont permis qu'ils se rendent en Allemagne, il y a eu ce procès où il n'y avait pas des Israéliens. Mais en même temps, dit Serge, maître Klarsfeld, à une distance de 50 ou centaines de kilomètres, il y avait un match de basketball entre Israël et Allemagne. Il y avait plein d'Israéliens là-bas. Il était là-bas seulement avec Jean Ansel, qui était un très bon ami à moi et un très bon historien de la Shoah. Et il était l'un des seuls Israéliens qui a travaillé sur la Shoah roumaine. C'était difficile parce que l'accès aux documents était vraiment difficile, sinon impossible en Roumanie. Il a été capable de sortir de la Roumanie pendant le régime communiste. Je parle dans genre de documents, mais je vais vous donner mon exemple. Moi, j'ai fait ma première thèse de doctorat en Roumanie, la deuxième, je l'ai fait en France. Mais la première thèse de doctorat sur le fascisme roumain en consultant seulement la presse fasciste. Il n'y avait pas d'accès aux archives. Ça, c'est l'une des explications. En plus, les gens ont leur vie, ils sont occupés. La Shoah, c'est de l'histoire, même en Israël. Merci infiniment, Monsieur l'ambassadeur. Bien entendu. Dernière question, merci. Je voulais savoir, je voulais savoir si vous connaissez le statut très particulier de la ville de Satu Mare, de Satmar, et qui était en Transylvanie, qui est passée de la Roumanie à la Hongrie. Et je voulais savoir si vous connaissez les tenants et les aboutissants de cette communauté très particulière de juifs qui vivaient à cet endroit-là. Voilà, merci. Oui, Satu Mare, c'était, je vais vous dire quelque chose qui sonne comme une blague, mais c'est pas une blague. À un certain moment, ça c'est l'histoire récente, les lignes aériennes roumaines faisaient le vol Bucarest-New York, et j'ai découvert à un certain moment qu'elle s'arrêtait à Satu Mare. Je me suis dit, qu'est-ce que se passe? C'était Satmar, le Satmar qui s'arrêtait là-bas pour prier, qui retournait à New York, ne s'intéressait pas à Bucarest, comme d'ailleurs beaucoup des Israéliens le font. Et ça, c'est une anecdote, mais ce n'est pas une anecdote. Satmar, c'était une communauté orthodoxe très importante. Si je ne me trompe pas, et je dois m'excuser, il y a des Satmar qui ne reconnaissent pas l'existence d'Israël, parce que Messie n'est pas venu. Tous les Satmar, ok. J'oserais dire, si vous m'excusez, qu'il ne va pas venir. Je pense, en moi. Et c'est une communauté très intéressante, très isolée, qui a été décimée pendant la Shoah. Il y a eu d'autres communautés il y a eu une communauté des Juifs orthodoxes qui se sont convertis au judaïsme au XVIe siècle, qui ont été tués à Auschwitz, dans un village qui s'appelait Bézi, qui n'étaient pas originalement il était des gens qui se sont convertis parce qu'ils se sentaient plus proches de l'Ancien Testament que leurs confrères. Ils sont morts à Auschwitz. Mais de nouveau, c'est une communauté qui a été détruite par la Shoah hongroise. Merci. Merci à vous. C'est une question. Allez-y. Est-ce que vous avez eu accès à des archives concernant Henri Jacobert et le trafic qu'il y a eu après la Shoah sur la vente entre guillemets? Absolument, j'ai écrit un livre sur ce sujet qui, la dernière édition a eu beaucoup de documents que j'ai publiés. Et oui, j'ai eu accès à une 35-40 milliers de pages. C'est une histoire très très compliquée, mais il s'agit de la vente des Juifs roumains à l'État d'Israël ou aux familles, initialement aux familles. C'est une histoire
compliqué, mais toute une autre histoire. C'est une histoire pour l'Holocauste et au moins personne n'en meurt. Alors c'est différent, c'est pas la Shoah. Je voudrais vraiment vous recommander vivement ce livre essentiel que vous trouverez au stand de la librairie du foyer juste là. Et dans une dizaine de minutes, vous êtes invité sur le toit de l'Institut français pour un petit cocktail en l'honneur de Monsieur l'ambassadeur de Roumanie. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.